Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo analyse, théorie du monde Pokémon, voilà. Parce que oui, on va parler d'un phénomène concret qui existe, hein, qui a été prouvé scientifiquement et qui a réellement existé, mais qu'on va voir un petit peu le parallèle qui est fait avec le monde Pokémon. Et ce phénomène-là, c'est tout simplement la sélection naturelle. Donc concrètement, on va définir très rapidement ce que c'est que la sélection naturelle, et puis on va voir un petit peu les facteurs qui auraient pu amener justement cette sélection naturelle dans le monde Pokémon, parce qu'il y a différentes choses qui sont liées, et on va voir aussi la différence avec l'évolution qui est déjà présente dans Pokémon, et quelle est cette évolution-là, à quoi on pourrait réellement le comparer, etc. Bien sûr, il y aura une petite phase questionnement parce que il y a certains Pokémon où c'est vachement flou. Avant de commencer, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans même vous être abonné. N'hésite pas également à activer la cloche de notification et à m'écrire dans les commentaires, pour toi, qu'est-ce que la sélection naturelle? Tu m'époses, voilà, tu me dis ce que ça pourrait être pour toi, selon toi, et tu continues la vidéo, et après à la fin, on va voir si ça correspond à ce que tu pensais. On va commencer tout de suite avec la définition claire, simple et précise de la sélection naturelle. Ok, alors la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est? On va aller du côté du dictionnaire Robert, hein, donc c'est pas venu de n'importe où. Mais en gros, la sélection naturelle, c'est tout simplement une théorie qui viendrait de Darwin sur l'évolution des espèces vivantes. Alors, la sélection naturelle, c'est justement et simplement l'élimination naturelle des individus les moins aptes dans la lutte pour la vie et qui permet à l'espèce de se perfectionner de génération en génération. En gros, plus vulgairement, c'est tout simplement la capacité de chaque individu de s'adapter pour survivre, et ça, c'est dû justement à une mutation génétique. En gros, si par exemple tu es une espèce qui vit dans un milieu froid et qui n'arrive pas à s'adapter au froid, bah tu vas forcément t'éteindre. Alors que si parmi ton espèce, il y en a un qui arrive à muter et justement à s'adapter au froid et à y survivre, et que cette mutation, attention, arrive aux générations d'après, bah cette espèce va réussir à survivre dans le temps. Maintenant, d'un point de vue du monde Pokémon, on a énormément de transformations, hein. Mais ce qu'on a aussi également, c'est beaucoup de formes de Pokémon différentes, que ce soit les évolutions justement, ou encore les changements de forme liés à certains facteurs qu'on verra dans cette vidéo, qui sont externes au Pokémon en lui-même. Mais bref, on va commencer par l'un de ces facteurs-là, parce que c'est pour moi le plus pertinent. Bref, mais on va commencer. Bon, l'un des facteurs les plus logiques de la sélection naturelle, c'est tout simplement le temps. Vous le savez, c'est pas nouveau. Avec le temps, il y a certaines espèces qui disparaissent, d'autres évoluent et d'autres apparaissent. Et c'est le cas dans le monde Pokémon parce que oui, il y a des Pokémon qui changent avec le temps, d'autres qui disparaissent et d'autres qui apparaissent également. Enfin bref, vous savez ce qui se passe un peu dans le monde Pokémon. Il y a tout simplement par exemple la civilisation. Faut le savoir, avec la civilisation, le monde Pokémon a énormément changé. Du coup, par la même occasion, l'environnement des Pokémon change parce que là où il n'y avait pas de technologie moderne, etc., les Pokémon vivaient autrement. On voit tout simplement, grâce à Pokémon Legend Arceus, Voltorb et Electrode, qui, on l'a toujours connu avec cette forme de Pokéball, mais même s'il n'a pas le type acier, on avait l'impression un petit peu de plastique ou de métal qui était présent sur Voltorb et Electrode. Mais dans Pokémon Legend Arceus, la forme d'issue, c'est totalement du bois, d'où son type plante. Donc on voit très bien que l'impact de la civilisation et du coup, indirectement, de l'avancée technologique a fait que le bois dans lequel étaient faits les Voltorb et les électrodes se sont transformés petit à petit à du plastique métal, même si je pense que c'est plus du plastique que du métal. Donc là, c'est un impact directement humain avec le temps, qui a changé les Pokémon. Mais il y a aussi parfois le climat qui va changer. Et là, pour le coup, on va rester à Hisui et on va aller plutôt du côté de Caninos et Arcana, qui avait un aspect très traditionnel, très rocailleux, du coup, parce qu'ils avaient le type roche, qu'ils n'ont plus à l'heure actuelle. Donc là, on peut se dire que c'est aussi selon leurs conditions de vie.
parce qu'il vivait dans le volcan, je n'ai plus le nom là à l'heure actuelle tout de suite, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais à Kanto, on les retrouve, les Caninos, dans des zones plus herbeuses quand même, malgré leur type feu, dans des plaines, etc. Donc rien à voir avec l'environnement dans lequel ils vivaient à Hisui. Et ça, encore, c'est dans le cas où les espèces ont juste évolué et ne sont pas éteintes, parce qu'il y a des Pokémon qui malheureusement se sont éteints. Alors là-dessus, il y a encore deux catégories. Les plus connues, bien sûr, ce sont les Pokémon fossiles. Ce n'est pas pour rien qu'on a seulement leurs fossiles et qu'ils se sont éteints. Sûrement que Kabutops ou que Ptera ou que Amagara ou que Pteranidure vivaient dans une ère très préhistorique du monde Pokémon, mais que, comme les animaux de la préhistoire à l'heure actuelle, n'ont pas réussi à s'adapter avec le temps et qui se sont tout simplement éteints. Bien sûr, il y a des Pokémon très proches physiquement d'eux, mais est-ce que ce sont leurs descendants et ce sont justement d'anciens, je sais pas moi par exemple, Ptera? Vous connaissez tous la théorie qui dit que Dracofeu serait l'évolution de Ptera et que justement Ptera est l'ancienne forme préhistorique de Dracofeu. C'est possible, je n'en ai aucune idée, mais il n'y a rien de concret là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le temps, ces Pokémon ont disparu et on ne les voit plus. Mais il y a également des Pokémon qui sont disparus beaucoup plus tard. Et là, on va retourner encore une fois avec Hisui, parce que pour moi, Légion d'Arceus, c'est le jeu qui révèle parfaitement la sélection naturelle avec le temps, qui prend en compte le facteur du temps, parce qu'il y a des espèces de Pokémon qui étaient là dans Légion d'Arceus, mais qui aujourd'hui n'existent plus. Farfadurex, l'évolution de Farfuret, n'y est pas. Enfin, n'est plus là. Ursa King, qui est l'évolution d'Ursaring. Alors on sait que Ursaring est encore présent, mais Ursa King a disparu. Et encore, justement, Ursa King va avoir une version lune vermeille, mais c'est le seul qui a survécu. Et pourquoi? Parce qu'il s'est adapté à son nouvel environnement dans la région de Septentria. Je vous en ai parlé dans la mythologie Pokémon de la 9e génération, mais c'est là aussi on voit une certaine évolution, une certaine mutation avec Ursa King, parce que le seul qui est encore vivant n'a rien à voir physiquement avec les Ursa King de son époque. Sachant que concrètement c'est le seul qui reste et que probablement il ne pourra pas se reproduire avec quelqu'un pour refaire un Ursa King comme tel. C'est possible que ça arrive, mais il faut que le gène qui a muté se transmette à une autre génération. Bref, globalement, que ce soit les fossiles ou les formes d'Hisui, certes le temps a fait en sorte qu'ils s'éteignent, mais le temps généralement est accompagné d'un autre facteur qui se traduit sous différentes formes également, et on va le voir tout de suite, c'est le climat. Et oui, comme je l'ai dit, s'il y a bien un facteur à ne surtout pas sous-estimer, c'est bien le climat. Parce que le climat est lié au temps et parce que le climat change d'une région à une autre. Alors dans notre monde, c'est plutôt d'un continent à un autre et encore même d'une région d'un continent à une autre. Parce qu'on va pas se mentir, le climat de la Russie, c'est pas notre climat en France. Donc clairement il y a une sélection naturelle qui est faite parce que certains Pokémon n'arrivent pas à s'adapter ou doivent impérativement s'adapter à un climat, sinon ils risquent de disparaître. L'un des plus logiques, et on l'a vu depuis la 7e génération, ce sont les formes régionaux. C'est simple, si on prend par exemple le cas d'Alola, de Galar ou de Paldea, il y a certains Pokémon qui ont dû s'adapter à certaines régions, à certains lieux pour pouvoir survivre. L'un des cas les plus logiques, c'est tout simplement justement Goupix et Fenard, qui à Alola ont une forme bien à eux. En même temps, j'ai envie de te dire que quand tu vis dans des monts glacés, parce que si je dis pas de bêtises, tu les retrouves au mont Lanakila, donc une région très froide, même s'ils ont le type feu, ils ne résisteraient pas longtemps au froid. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais encore une fois, ça marche également pour le Raichu d'Alola qui s'est vraiment adapté aux côtes de la région, d'où justement qui peut surfer sur sa queue. T'as également les axolotls de Paldea, tu as également Meowth. Alors Meowth c'est vraiment l'exemple parfait parce que tu as une version de Galar, tu as une version de Paldea et tu as la version classique. Donc vraiment lui il a essayé de s'adapter partout, il a fait au mieux pour pouvoir s'adapter dans les 3 régions différentes. Tu as également les tauros, etc. Mais bon, on a vu un petit peu les facteurs possibles. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais là, ce sont vraiment les 2 gros facteurs, donc le temps et le climat. Mais qu'est-ce qu'une évolution dans le monde Pokémon? Et ça, c'est vraiment une question que je me suis posée, mais on va y répondre tout de suite. L'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez complexe parce que l'évolution dans le monde Pokémon et l'évolution scientifique n'a rien à voir.
L'évolution scientifique, c'est clairement justement ce qui est lié à la sélection naturelle, donc au changement de forme, au changement d'aspect, au changement que va connaître tout simplement une espèce vivante. L'évolution dans Pokémon, c'est quelque chose qui se rapproche plus au développement d'un être vivant tout au long de sa vie qu'autre chose. Clairement, si par exemple on prend les Pokémon à 3 évolutions, on a clairement un aspect de bébé-enfant, ado, adulte. Clairement, on est là-dessus. Première forme, deuxième forme, troisième forme. Bébé-enfant, Salamèche. Ado, Rétincelle. Adulte, Dracofeu. On peut le faire avec tout le monde. Bébé-enfant, Carapuce. Ado, Carabaf. Adulte, Tortank. Les évolutions à 2 niveaux, hein, première forme, deuxième forme. Par contre, il faut penser plus au développement, toujours, des insectes. Perso, les insectes, c'est aussi un exemple concret parce que ça fait les 3 formes et les Pokémon avec 2 formes. Parce que clairement, par exemple, on a les larves et ensuite les moustiques, par exemple. Et pour les Pokémon à 3 espèces, on a très clairement la chenille, première forme de base, donc par exemple, je sais pas moi, Bulbizarre, comme ça on aura fait les 3 starters de Kanto. La chrysalide, donc la phase où c'est un entre-deux, Herbizarre. Et le papillon, du coup, Florizarre, la forme finale du Pokémon. Bref, je vulgarise un maximum parce que pour moi, l'évolution, c'est vraiment ça, c'est le développement dans une vie d'un être vivant. Alors que l'évolution dans la sélection naturelle, ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Mais il y a bien des Pokémon où je me questionne parce que c'est à la fois un mélange de sélection naturelle, donc d'influence d'un facteur étranger, mais aussi d'évolution du monde Pokémon, donc du développement d'un Pokémon. Mais ça, on va le voir tout de suite parce que c'est très intéressant également. Alors, quel est ce mix un petit peu de sélection naturelle, donc d'évolution par le climat et d'évolution tout court dans le monde Pokémon? Ce sont tout simplement les Pokémon qui ont soit 2 formes évolutives différentes, ou les Pokémon qui évoluent grâce à un objet. L'exemple parfait qui fait totalement les deux, c'est Evoli. Evoli a une multitude d'évolutions qui sont tous impactées par leur environnement. Même Nymphali qui est impacté par un environnement de cocooning, un environnement de bonheur. S'il ne vivrait pas dans ce bonheur-là, il n'évoluerait pas en Nymphali. Bref, c'est pas tant le climat, mais ça reste un facteur important. Mais justement, les évolutions évoluent soit parce que il y a un environnement très forestier, soit très glacier, soit très chaud, très humide, très électrique. Enfin, tout ça, ça participe à l'évolution, aux facteurs qui vont amener à Evoli de grandir, donc l'évolution Pokémon, mais aussi à avoir une forme spécifique, donc la sélection naturelle. Alors, encore une fois, c'est très flou parce que soit c'est un mix des deux, soit c'est aucun des deux, soit je ne sais pas trop comment y prendre, parce que là, je pars vraiment sur quelque chose d'assez simple. Mais il y a aussi le cas de certains Pokémon qui évoluent par échange, Mamochon par exemple, ou Ectoplasma. Plein de Pokémon comme ça qui, malheureusement, on n'a pas d'informations non plus que ça. C'est pour ça que cette dernière partie reste vraiment une partie d'interrogation sans trop ramener de réponse, parce que concrètement, ça peut être à la fois de la sélection naturelle, mais aussi de l'évolution du monde Pokémon, donc du développement du Pokémon. Je répète, je l'ai dit plusieurs fois sur cette partie-là, mais je veux encore le répéter pour que ce soit bien compris et pour qu'on se comprenne, vous et moi. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la sélection naturelle et l'évolution dans le monde Pokémon. J'ai essayé de vulgariser un maximum pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai essayé de simplifier les choses un maximum, mais déjà de 1, je n'ai pas tous les éléments, de 2, ça reste de l'analyse / théorie, et de 3, il y a encore plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte, soit parce que je les ai oubliés, soit parce que je n'y ai pas pensé, tout simplement. Au final, j'ai utilisé beaucoup d'exemples de Pokémon de la première génération, génération Pokédex que je n'aime pas du tout, mais j'ai envie de dire, c'est tellement la plus vieille et qu'il la ressorte tellement à toutes les doses, que c'est la plus simple à utiliser pour l'exploiter et pour expliquer tous ces phénomènes-là. Il faut savoir que cette vidéo-là, ça fait bientôt 2 ans que je voulais la faire. Vous savez, à l'époque, là où je mettais pas ma tête et que je mettais une petite photo de Brook, là, une petite image de Brook pour faire crarer, c'est moi qui parle, la vidéo date de cette époque-là.
Et j'ai jamais su comment la faire, j'ai jamais su comment l'aborder. Là, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu faire cette vidéo-là. On va l'aborder d'une manière ou d'une autre. Ça passe ou ça casse, mais on va le faire. Je l'ai faite. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous en pensez déjà de la sélection naturelle, de la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas aussi à partager la vidéo à un pote qui kiffe Pokémon et qui peut-être kiffe également la science, donc il y a un petit mélange entre Pokémon et science, sympa à voir quand même. N'hésite pas aussi à regarder dans la bio, il y a différents liens avec mes différents réseaux sociaux, donc tu pourras directement y avoir accès. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga/anime. Bref, à plus les brookistes.